et la partie construire son cloud. Et donc sur le même principe, un petit tableau comparatif avec les briques de base, en tout cas que j'ai essayé que fournit VMware pour construire un cloud, ESX, NSX, vSAN, toute la suite ARIA, le portail de self-service inclus dans cette suite ARIA, la multi-tenancy, etc. Et donc l'idée, encore une fois, ça va être de présenter des alternatives et d'essayer de voir sur ces briques-là comment elles répondent. Et donc effectivement, je passe la main à Thibaut pour nous parler de la première alternative OpenStack. Alors, on t'entend pas, Thibaut. Est-ce que c'est mieux? Parfait, c'est mieux. Donc, on va parler un peu d'OpenStack. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Thibaut Desmarais, je suis le directeur technique de la société Vortex. Alors, Vortex, c'est une société d'expertise en logiciel libre. On fait du service, de l'étude, du conseil. On est une société assez jeune. On a été fondé en fin 2016, début 2017. Et en plus de nos activités de service et d'expertise, on a des capacités d'édition de logiciels, une solution collaborative pour des mails, etc. Mais ce qui va nous intéresser plus ici, c'est une solution plus orientée infra qui s'appelle Wopla, qui a comme corps du produit un composant qui s'appelle OpenStack. Et l'objectif étant de faire un état des lieux de tout ce qui est possible d'héberger côté infra et d'avoir une infrastructure clé en main avec du conteneur, de la VM, des instances, etc. Et nous sommes depuis peu de temps référencés comme étant Silver Member dans l'Open Infra Foundation. Et historiquement, depuis ses débuts, on est aussi un des premiers intégrateurs partenaires Red Hat sur la partie expertise. Et c'est aussi un des éléments qui nous fait bien connaître le produit OpenStack. Alors, je vais plus me focaliser sur le produit. Et déjà, OpenStack, juste en quelques chiffres, c'est un produit qui date de 2010, qui a des versions majeures tous les 6 mois, 29 versions à l'heure actuelle. On a carrément fait une boucle, on est repassé au C. Et la dernière version, elle date du 3 avril 2024, donc elle est très récente. Et souvent, il faut attendre un petit peu avant de les déployer pour avoir la partie migration complète. Chaque année, la Fondation OpenStack fait un sondage et cette année, il y a eu 2200 organisations qui ont répondu, ce qui peut illustrer un peu l'implantation d'OpenStack sur le marché. C'est le nombre de déploiements, là, on peut dire officiel vu qu'ils répondent à un sondage, mais aussi la volumétrie globale sur l'intégralité des clusters. Il y a plus de 45 millions de corps CPU qui sont intégrés dans de l'OpenStack. Et en plus, c'est devenu un des premiers causes de déploiement d'OpenStack, c'est pour déployer du Kubernetes. Donc déployer de l'instance et déployer du conteneur. Alors, je vous ai mis quelques graphes suite à ce sondage pour illustrer un peu les propos. Ce qu'il faut noter, c'est qu'OpenStack, c'est un outil qui est attaché à sa méthode de déploiement. Donc, en fait, il y a beaucoup de possibilités de déployer un OpenStack différentes, que ce soit via Ansible, via des produits qui sont proposés par Mirantis, des produits qui sont proposés par Red Hat, et par exemple de l'OpenStack Ansible pour déployer à base d'Ubuntu. Donc en gros, c'est un produit qui est orienté comme une boîte à outils et en fait, on peut faire énormément de choses avec son OpenStack. Il n'y a pas un déploiement OpenStack qui est identique. Et en fait, c'est vraiment un outil qui est à customiser et à gérer comme on a besoin. Et en fait, ça répond vraiment aux besoins de ce que vous devez déployer. Alors, dans le style de stats, il y a aussi le nombre de serveurs moyens qui sont déployés dans les clusters. Et en gros, c'est quand même, ça peut avoir des clusters de plutôt petite taille, donc de 6 à 10 machines, mais avoir des clusters à plusieurs dizaines de milliers de machines, comme certains gros acteurs du voyage ou comme l'équivalent du CERN.
qui est un gros consommateur d'OpenStack et un gros contributeur. Alors, quelques utilisateurs clés. Alors, OpenStack, c'est beaucoup déployé dans les telcos. NTT, Orange, SFR, Bouygues, ils l'utilisent beaucoup pour faire du déploiement sur les POP, donc au plus proche de leurs utilisateurs. Mais c'est aussi utilisé dans du bancaire. Donc là, j'ai marqué Société Générale, mais il y a aussi la BNP, etc. Et beaucoup d'hébergeurs comme Opla, qui est un hébergeur lyonnais, et OVH Cloud, qui utilise aussi OpenStack comme solution de déploiement. Alors, il ne faut pas hésiter à aller voir sur OpenInfra Dev Member pour voir toutes les personnes qui font partie de ce club d'utilisateurs. Alors, on va un petit peu illustrer OpenStack. Alors, OpenStack, par défaut, les gens arrivent sur cette vue qui fait extrêmement peur. Mais en fait, il faut plus l'avoir sur cette vue. En gros, OpenStack, c'est une boîte à outils avec des notions d'interface qui permettent de masquer la complexité ou qui permettent de faire des liens entre des applications et des besoins. Par exemple, on a la partie dashboard, la partie web interface qui est Horizon, qui répond à un certain nombre de contraintes et qui va pouvoir être remplacée par autre chose. Ça va être la même chose pour, par exemple, pour Cinder, qui est la solution de gestion des disques. En gros, elle va servir d'abstraction à ce qui va être vraiment hébergé à l'arrière. Donc, le principe d'OpenStack, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir héberger vos instances. Donc, c'est pas exactement des VM. Donc, c'est vos instances qui vont pouvoir être isolées dans des projets ou alors avoir un socle commun sur un réseau unique. En fait, il faut vraiment le prendre comme étant en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez avoir un réseau à plat avec toutes vos instances dessus et que vous souhaitez juste mettre à disposition de vos équipes du CPU, de la RAM et qu'ils soient autonomes pour pouvoir les gérer, ou alors vous gérez vous-même comme étant un infogérant de votre cloud interne et vous créez les instances, etc. Ils ne font que consommer l'instance. C'est également possible. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut fournir du CPU, de la RAM et du réseau et les rendre complètement autonomes. Il y a toute la flexibilité, la maintenabilité et puis en plus la capacité de le faire vraiment adopter au maximum votre besoin. Alors là, je vous montre une vue d'ensemble et si vous regardez bien, toutes les vues d'ensemble d'OpenStack, elles sont datées avec des versions parce qu'en gros, c'est un projet qui évolue beaucoup. Certaines briques ont tendance à apparaître pendant une ou deux versions, comme le VPN as a service ou d'autres briques qui sont apparues pendant un court laps de temps, pendant 6 mois, qui ont été des pré-releases mais qui n'ont jamais été réalisées complètement. Et là, cette vue-là représente plus les produits qui sont phares et qui n'ont pas bougé depuis quelques versions et qui continuent d'être maintenus. Sachant qu'il y a quelques-uns qui sont des éléments clés, Nova, Keystone, qui sont la partie authentification et la partie gestion des hyperviseurs. En gros, la partie réponse par rapport à du VMware, OpenStack, c'est vraiment des notions d'interface et d'administration par rapport au reste. Par exemple, pour la notion d'hyperviseur, il y a une grande capacité d'hyperviseurs différentes. Ça peut aller, alors le plus déployé, c'est du KVM, mais ça peut être aussi considéré que ce soit de la machine physique qui est la notion d'instance. C'est qu'en gros, l'OpenStack manage des machines physiques complètes pour déployer des instances, ou ça peut aller même jusqu'à du vCenter, ça peut interfacer par rapport à du VMware. Donc, vous pouvez à peu près tout faire. Et en plus, dans la partie KVM, il y a du multi-arch. En gros, vous pouvez faire du x86, mais vous pouvez aussi faire du ARM. Pour la partie SDN, alors, c'est aussi ouvert. En gros, par défaut, vous avez toute une liste de classification des fournisseurs de réseau qui sont supportés. Mais au début, vous pourriez aussi le configurer avec votre NXT si vous le conservez. Mais il y a aussi d'autres solutions pour pouvoir agréger des réseaux de plusieurs clusters OpenStack différents et de pouvoir les faire des jonctions les uns avec les autres pour pouvoir avoir des clusters différents mais unifiés sur cette partie réseau. Je vous ai mis les liens parce que en gros la liste elle est vraiment très longue et sur un tableau
sur un tableau de cette taille, c'est pas envisageable de faire un résumé correct. Sur la partie solution de stockage, idem, il y a en gros, il y a le principe, c'est que on fournit des drivers par exemple pour Cinder pour la partie stockage, et il va aller utiliser des API standards pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins, de créer un disque, supprimer un disque, créer un snapshot, etc. Et dans la liste des supportés, donc il y a 73 fournisseurs de stockage différents. Ça peut aller du Ceph jusqu'à de la baie de stockage classique. Et sachant que dans les fournisseurs, il y a ceux qui sont supportés par OpenStack, mais aussi des fournisseurs tiers qui fournissent leurs drivers et donc qui peuvent utiliser ce qu'on appelle des custom drivers au sein de Cinder ou au sein de Swift. Pour la partie observabilité, donc il y a la partie native avec Horizon, donc en gros la dashboard qui fournit par défaut tout ce qui est possible de voir. Mais il y a aussi c'est complètement ouvert sur de l'open télémétrie, donc on peut récupérer toutes les informations par des nœuds d'exporteurs. On peut récupérer que ce soit de services ou que ce soit directement des nœuds. On peut récupérer toutes les informations. Pour le portail self-service, il y a Horizon qui est par défaut, sachant que tout est fait pour être, comme je l'ai dit, API first et interfaçable. Donc, il est possible de retirer Horizon et de faire son propre portail pour bypasser ça. Certains de nos clients utilisaient des solutions comme ManageIQ ou des choses comme ça pour gérer cette partie. Et après, sur toute la partie multi-tenancy, elle est by design parce que c'est un IaaS et donc par définition, il est prévu de gérer cette partie-là et de les dissocier et de décorréler cette partie. Et après, pour toute la partie automatisation, il y a tous les grands classiques, Terraform, les API Ansible et un outil au sein d'OpenStack qui s'appelle HIT, qui permet de manipuler les produits OpenStack à l'intérieur. Et après, pour la partie facturation, on peut récupérer les informations dans Nova et dans une outil qui s'appelle CloudKitty. Les principaux avantages, c'est open source complet, c'est ultra modulaire, donc comme je le disais, c'est ajustable comme vous le souhaitez, c'est facilement automatisable, c'est orienté pour être automatisable, la communauté elle est très forte et c'est hautement évolutif. Les principaux inconvénients, c'est un autre paradigme. Souvent, l'approche IA, c'est un peu perturbante au début. Le modulaire, ça peut être aussi un problème parce qu'en gros, vu qu'on a beaucoup de choix, des fois, on a envie de tout prendre, comme quand c'est gratuit et les gens foncent dessus. Et ben en fait, c'est souvent une mauvaise idée pour la maintenabilité. Ça demande des administrateurs un peu confirmés parce que ça demande de savoir ce qu'on fait et d'être un peu capé. Et puis, ça dépend beaucoup de la solution qui est utilisée pour le déploiement. Et puis, c'est vraiment addictif. Dans les choses qui pourraient être améliorées, c'est la supervision et la méthodologie, parce qu'on pourrait être plus fin sur une solution IaaS, la refonte de la dashboard et puis la stabilisation de certaines arlésiennes qui sont le VPN as a service et le DNS as a service. Voilà. Et puis pour les parties offres commerciales, les gros acteurs, Red Hat, Canonical, Mirantis, historiquement. Pour les plus petits acteurs, il y a nous, il y a Vortex via Wopla. Et pour la partie offre de support, il y a forcément la partie communautaire qui est très forte, il y a nous. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aller sur openstack.org. Il y a un marketplace consulting et qui ouvre toutes les offres de support possibles et tous les intégrateurs possibles, imaginables pour cette solution. Voilà. Merci Thibaut. Du coup, voilà, il reste 1 minute, on va la prendre pour poser une question. Alors, je vais essayer de regrouper plusieurs, peut-être. En tout cas, ça rejoint un petit peu des questions autour de la taille de l'équipe nécessaire. Enfin, je te laisserai regarder après. Pour gérer un OpenStack, des notions de passage de version. Est-ce que, selon toi, enfin moi, la vision que j'avais, c'était qu'on peut pas vraiment se passer de distribution OpenStack. Est-ce que, selon toi, on peut quand même, ou est-ce qu'il faut aller vers une distribution OpenStack pour simplifier le déploiement et la gestion au quotidien? Alors, pour les premières fois, le mieux c'est de passer par une distribution. C'est plus comme les premières versions d'OpenStack où c'était vraiment plus compliqué. Je me souviens dans les 5 premières versions, monter son OpenStack soi-même, c'était vraiment hardcore. Là, la documentation elle est complète. On peut faire les updates tout seul, etc. Et vu que c'est de plus en plus orienté conteneur, le retour arrière est de plus en plus facile.
Donc en gros, gérer une des montées de version et les faire par composant, c'est beaucoup plus simple qu'à une époque. Mais le tout pour les débuts et pour si vous préférez passer par une distribution, c'est très bien. Ça marche. Merci pour la réponse. Et merci pour le speak. Je te laisserai regarder aussi les questions comme ça pour répondre à celles qui ont été posées dans le chat.